métier duquel j'ai énormément de respect. C'est bien pour les paramédics, les ambulanciers. Puis, moi, je viens de Chandler, en Gaspésie, là où tout se perd et rien ne se crée. Beaucoup d'ambulanciers dans mes amis qui ont fini l'école en même temps que moi. Mes 2 voisins sont ambulanciers chez ma mère, fait que ça me rassure en tabarouette. Mais ils ont quand même la clé de la maison, ils ne sont pas obligés de casser la vitre, mais au moins il y a ça. J'ai un ami paramédic qui nous a quittés, qui était un ami aussi de Claude et qui était un ami de d'autres ici aussi, Alain en Gaspésie, qui était mon bon ami. Et c'est pas mal lui qui m'a conscientisé au fait que vous ne faites pas juste aller chercher du monde malade. Que être paramédic, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus qu'une passion aussi. Tu sais, on a souvent l'impression que les policiers, les ambulanciers, les gens de secours, là, les pompiers qu'on appelle, qui arrivent, qui sont prêts, qui sont mindés, puis qui font ça en pensant juste à ce qu'ils sont en train de faire, ben non, ils ont des vies aussi, ces gens-là. Ils finissent de travailler, mais ils punchent. Puis quand ils punchent, là, ben ils sont pas payés pour réfléchir, mais la tête, elle continue à virer, elle. Fait que moi, aujourd'hui, ce que j'ai le goût de faire avec vous autres, c'est de vous poser des questions. Je veux vos histoires. C'est ça que je veux aujourd'hui. Je veux entendre vos histoires. Moi, j'ai toujours dit que les problèmes de terrain, ça ne se réglait pas dans des bureaux. Ben c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui auraient bien intérêt à aller se promener une journée dans un gros truck jaune pour savoir comment ça fonctionne. Juste comme ça, est-ce qu'il y en a parmi vous, à main levée, dont les parents étaient aussi ambulanciers? Toi? Toi aussi? Claude aussi? Fait que ton père était... Oui. Agent de santé aussi. Encore? Non, il a pris sa retraite il y a 10 ans. Il y a 10 ans? Oui. Fait que toi, ça t'a inspiré, gros, là. Oui. Oui, vraiment. La question que je vais poser probablement à tout le monde. Penses-tu faire autre chose? Oui. 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 Pourquoi? Le système nous a brisés. Et voilà. Effectivement. Oui. On veut se battre, on veut tout donner, puis le système nous tire continuellement. Soit qu'on n'a pas de respect de la part des autres corps de métier, de notre employeur. On essaie de faire des choses, puis quand on sort du cadre, on se fait toujours avertir de revenir. Mon père a 76. Il a commencé en 1977. Fait que donc, j'avais 3 ans et demi, là, pour dire mon âge. Et puis, je suis né là-dedans. Moi, dans le temps, les appels, c'était un bellboy. Une espèce de vieux Padgett, l'ancêtre du Padgett. Il n'y avait pas de numéro après ça, c'était un bip-bip. Puis mon père était toujours en uniforme, fait qu'il allait faire le IGA en uniforme parce qu'il fallait que ça soit au quart de tour. Puis moi, j'ai grandi avec l'ambulance dans la cour. Fait que quand mon père était de garde, l'ambulance était dans la cour chez nous. Fait que moi, petit gars, je jouais dans le camion. Alors toi aussi, ton papa, ambulancier retraité? Retraité depuis à peu près 2 ans, oui. Lui, aujourd'hui, discutes-tu un peu de ton quotidien avec lui? Hein? À peu près à chaque fois qu'on se parle. Ouais, hein? Mon père, on est tous dans le domaine chez nous, fait que c'est sûr que c'est des discussions de cuisine quand on se rencontre. Bizarrement, on est tous proches physiquement dans la ville chez nous, mais on se voit aux anniversaires, tout ça, on vit nos vies, tu sais, mais... Tout le monde est parqué de reculons. C'est à peu près ça. Mais mon père fait ça, ma femme fait ça. D'ailleurs, c'est ma collègue, normalement, sur la route. Puis mes sœurs sont toutes infirmières, hygiénistes dentaires, beau-frère infirmier. Fait qu'on est tous dans le domaine. Fait que oui, on parle de ça avec mon père aussi, qui a été tout le temps, je veux dire, fort dans sa profession, puis aimant là, de ce qu'il faisait, c'est sûr. La profession est quand même jeune, en fait. Elle a à peu près ton âge officiellement. Ça a commencé au début des années 70 à être vraiment une profession reconnue. Ça l'a développé rapidement. Ça l'a développé rapidement après ça, les formations puis tout ça, puis ça l'a déboulé là, au fur et à mesure. Quand tu voyais ton père, comme mon ami ici, chez vous le matin, qui partait, ou bien le soir qui arrivait, tout ça, toi aussi, là, c'était ton héros, puis tu avais le goût de faire ça. Ouais, forcément. Maintenant que tu as les 2 pieds dans les bottines, là, oui. est-ce qu'on est déçu? C'est une bonne question. On aime la profession, on aime aider les gens, puis on se le cachera pas, on est dedans, là, comme on en a parlé tantôt. Là, c'est sûr que la reconnaissance qui vient avec, puis ce qu'on voit, là, ça devient décevant. Est-ce que c'est un point tel de dire, là, j'arrête de faire ça? On parlait tantôt, est-ce que tu penses à faire d'autres choses? Tout le monde y a pensé. En fait, quand on commence la carrière, qu'on le veuille ou non, je pense que statistiquement, sans les avoir réellement, tout le monde sait qu'on ne se rendra pas au bout. On va finir sa CSST.
Le dos, les épaules, il y a quelque chose qui va lâcher si c'est pas la santé mentale, parce qu'il faut se rendre à 65 ans. J'ai commencé, j'avais 20 ans. Il faudrait que je fasse 45 ans de service à charrier du monde. Peu probable. On va l'espérer, mais c'est la réalité. Fait que... Tu parles de santé mentale. À main levée, pour ceux qui sont à l'aise avec ça, les gens qui ont déjà consulté par rapport à votre métier, les gens qui ont connu quelqu'un qui ne fait plus ce métier-là à cause d'une problématique de santé mentale, combien ont perdu un partner? Mais quels sont ceux parmi vous qui avaient un autre choix que celui-là, puis que finalement, vous avez fait « Non, 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 moi, c'est ça que je veux faire dans la vie. » Y a-t-il des gens qui étaient destinés à faire autre chose? Enseignante au secondaire, puis là, maintenant, tu es paramédic. C'est quand même une bonne marche, là. Puis, je voulais devenir enseignante. Je voulais aider les gens. Je pensais vouloir aider les jeunes. Puis, finalement, j'ai réalisé que c'était vraiment l'ambulance qui m'appelait. Puis, quand j'ai commencé mon cours, je suis tombée en amour tout de suite avec le domaine, là. Toi? Je m'enlignais vraiment pour police. J'avais fait tous mes programmes. J'étais encore au secondaire. Puis est arrivé un événement assez particulier. J'ai un ami, un camarade qui est décédé devant nous. Il y a eu un problème. Puis j'ai pu voir tous les intervenants cette soirée-là. On a fait le 9-11. On faisait une activité sportive dans le fond. Puis, 18 ans, il s'est écroulé au sol, mais ça m'a permis de vraiment me plonger là-dedans sans le savoir. Puis c'est en voyant les pompiers, la police puis l'ambulance arriver que j'ai fait, mais c'est ça que je veux faire. Je veux être à terre en train de le sauver. Je veux pas, tu sais, la police prenait... Tout le monde faisait sa job. Puis, c'est ça. Fait que ça m'a vraiment déclenché cette passion-là, ce goût d'aider les gens-là. Puis oui, c'est dur parce que le système, lui, il voit pas ça comme ça, là. Pour moi, depuis le début de ma carrière, un volet qui est super important, c'est la santé mentale. Pas juste la nôtre, mais celle de nos patients. Et je crois pas que la formation qu'on a actuellement au DEC, du moins celle que j'ai eue en 2020, est suffisante. Je crois qu'il y a lieu d'être, d'améliorer les formations pour traiter nos patients en crise psychosociale. C'est tellement, surtout à Montréal-Laval, c'est tellement une clientèle auquel on fait face régulièrement et je crois que... Il y a eu un décès d'une policière, d'ailleurs, l'année Oui. passée à cause de ça. C'est ça. On en a tellement, là. On est exposé à ça à tous les jours. La détresse psychosociale, dans différents degrés, là, du suicide à la crise d'anxiété, là, vraiment entre les deux, là. Puis je trouve qu'il y a lieu d'être d'améliorer la formation. Oui. Puis depuis 42 ans, on ne gère pas de la douleur. On n'a aucun moyen, sauf maintenant, on est paramédic en soins avancés. Jamais on n'a géré la douleur de nos patients. Puis ça, c'est tough. C'est tough pour nous autres, puis pour les patients. C'est sûr qu'une plus grande autonomie, une plus grande formation, on a des outils qu'on n'avait pas quand j'ai commencé. Puis, il y a plein de choses qu'on pourrait faire maintenant qui ne sont pas autorisées. C'est fou, là. C'est fou. Alors, tous ceux qui nous appellent, peu importe la raison, que ce soit pour un saignement de nez, il faut aller à l'hôpital. Fait qu'on engorge les hôpitaux pour des cas où on pourrait régler ça à la maison facilement. Il y a des choses qui s'en viennent, mais c'est tellement long. C'est long. Tellement long. En 42 ans, là, ça a pris du temps avant que ça change, puis ça n'a pas changé assez. En combien de temps votre retraite? Ça dépend de ma femme. OK. Vous pouvez vous rasseoir dans combien de temps, sa retraite? 1 an et demi, 2 ans. Elle dit 2 ans, mais il y a 1 an et demi. Si je négocie pour toi, 1 an et demi, on est correct. Là. Ça, c'est sûr. J'ai encore la passion. J'aime encore faire ce que je fais. C'est le système qui vous égorge. Pas mal. Merci. Ça me fait plaisir. Oui. On a des compagnies privées qui se gardent beaucoup d'argent dans leur poche là-dedans, que ça va pas à nous, ça va pas aux citoyens, ça reste à eux. Puis, comme on disait, c'est supposé être un partenariat privé-public. Les comptes sont pas rédigés là, au gouvernement, puis on dirait que même eux, vérifier ça quotidiennement, ça fait... Sans dire que ça devrait être une priorité, mais ça devrait être une base. On a des compagnies privées qui se présentent devant le gouvernement puis qui disent ça te regarde pas. Oh, attends une minute, là. Moi, je te subventionne quasiment à 100 puis ça me regarderait pas. Ouais, exactement, parce que je suis privé. Puis ça vient avec des avocats, puis on me laisse ça aller. Oui. As-tu une formation?
le monde, ils ont l'image, aux États-Unis, justement, les emergency puis tout ça, mais la réalité, c'est qu'il y a des énormes disparités. Au Québec, ça reste que tu es dans un village en Gaspésie, le paramédic va se pointer à ta porte, il y a un DEC de 3 ans ou un AEC ou peu importe la formation qui a eu lieu. Puis il y a une certaine uniformité. Je pense pas que la privatisation va être la solution à ça. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'on se fait offrir une baisse de salaire, on se fait offrir des pénalités à la retraite qui augmentent. Ça, c'est pas de la faute de la privatisation, c'est juste que les services publics sont sous-financés. Fait que de privatiser, ça va pas nécessairement améliorer les choses, puis ça va peut-être même juste mettre de l'argent dans les poches de quelqu'un d'autre, autre que les paramédics, puis ça va pas nécessairement bénéficier des patients non plus. Fait que je pense qu'il faut être prudent à ce niveau-là, parce que l'instabilité qu'on vit dans le système fait en sorte que le privé peut être une option attirante. Mais je pense qu'il faut juste commencer par bien financer nos services publics. C'est ça le point à la ligne. OK. Vas-y. T'as bon, on va te passer ça. J'ai mon employeur que je travaille à tous les jours avec, que c'est lui qui est censé me superviser, mais quand je fais des appels, j'arrive à l'hôpital, puis je fais de quoi de pas correct, je peux me faire ramasser par le médecin, un deuxième employeur. Après ça, j'ai la centrale de communication, le CCS, c'est eux autres qui nous gèrent, la loi est ainsi faite. Fait que sont au-dessus de nous autres, au lieu de nous aider dans notre travail, ils nous dictent notre travail. J'ai pas un mot à dire, je suis obligé de faire qu'est-ce qu'ils disent. On est rendu avec 3 boss, que je viens de dire. Après ça, à ta minute, oui, il y a le CIUS. Il y a le CIUS qui écoute 100% de ce que je fais. Fait que c'est tout le temps allumé dès que je commence à travailler. Il y a quelqu'un qui, lui, a sa feuille de papier, qui a le temps de faire. Puis 100% de ce que je fais, il est en train de vérifier. Il y a les ministères, bien entendu. Il y a les ministères aussi. Puis je dois sûrement oublier aussi combien de ministères. Ah oui, Santé Québec aussi qui sont rendus nos boss. Fait que on deal pas avec juste une personne, nous autres. Là. Il y a comme tout le monde est notre boss. Tout le monde est notre boss. Puis nous autres, au final. C'est une boîte de biscuits. Oui, c'est débrouillez-vous, puis faites ce que tout le monde vous demande, puis vous n'avez pas le droit à l'erreur parce qu'on vous écoute, puis on vous watch. Puis ils ne te reconnaissent pas. Fait que c'est rendu tough à dealer, là, pour de vrai. Toi, ça fait combien de temps t'es paramédic? 19 ans. Les calls, ça l'augmente statistiquement. Année après année, il y a plus de calls. Puis que ça fait des années que non, c'est le même nombre de trucks, débrouillez-vous. Les gars, ça mange plus. La seule affaire que tu sais quand tu commences ton chiffre, là, c'est à quelle heure que je punch au début de mon chiffre. Puis encore, ça se peut que je t'appelle rentrer plus tôt parce que ça va pas bien, là, la marde est en train de pogner, il vient nous démarder. C'est la seule chose que je sais quand je commence mon call. Vous êtes bien des exécutants. C'est à quelle heure que je commence, à quelle heure on va pouvoir prendre ma pause, je sais pas. Si je vais avoir une pause, vas-tu manger? Vas-tu finir à l'heure? Faut-tu que j'appelle une gardienne? Faut-tu que j'appelle ma blonde? Mademoiselle? Je pense que tout ce qu'on vient de dire dans les derniers comme 10 minutes, ça revient au fait qu'on n'est pas reconnu. Il n'y a personne qui s'assoit sur le coin d'une table pour dire comme « Hey, comme, juste dites-moi c'est quoi votre journée. Dites-moi c'est quoi vos tâches, c'est quoi que vous faites, c'est quoi vos responsabilités. » Il n'y a personne qui le fait. Fait que là, on est dans le moins dans le système de santé. Puis comme on est comme les seuls, qu'il y a personne qui sait ce qu'on fait vraiment, je veux dire, les médecins qui savent même pas ce qu'on fait. Puis je veux dire, je pense que tout le monde ici, on aime tout notre travail, puis c'est complètement valorisant comme travail, aider les gens, puis se présenter dans leur pire journée, là, c'est ça qu'on fait, tu sais. Pire moment de leur vie. Oui, complètement. Là, eux, ils se rappellent de nous, tu sais, mais il y a rien qui suit. Je veux dire, nos patients, on les aime, on veut prendre soin d'eux, mais je rentre à la maison, puis je suis écœurée, puis comme, c'est tout ça. Je pense qu'on est tous brûlés de ça. Dans le fond, tu sais, moi, je continue à faire ma job parce que mes patients sont reconnaissants, parce que la population est reconnaissante, puis c'est ça qui drille. Mais c'est quand qu'on va avoir la reconnaissance du gouvernement? Du système, oui. Du système. Pourquoi eux, ils nous la donnent pas? Quand vous allez, mettons, si on vous demandait d'aller inspirer des jeunes dans une école pour faire votre métier, ça serait-tu difficile de le faire sans la réalité? Bien, oui, parce que nos nouveaux gradués graduent jeunes maintenant. Comme ma collègue disait, on les prépare pas. La santé mentale, c'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup à l'école. Puis vous allez demander à nos jeunes de 20 ans de décrocher quelqu'un. Ils n'ont pas de vécu. C'est difficile émotionnellement. C'est difficile de gérer la famille. Toi, encore là, tu te cherches à cet âge-là à savoir, je veux-tu vraiment faire ça? Tu sais, on se laisse rapidement entraîner dans le bain de... On a des mauvaises conditions. Je suis pas certaine que je veux faire ça de ma vie. Donc, notre 0-5 ans est difficile à garder.
Puis, justement, le manque de reconnaissance fait en sorte que les gens ne veulent pas s'associer à ce métier-là à long terme. Tu sais, moi, ça fait 18 ans que je suis paramédic. J'ai eu Claude comme senior soins avancés, parce qu'il faut comprendre que les soins avancés, c'est un projet pilote depuis 25 ans. Tu sais. Puis... Ils sont le fun, vos projets pilotes. Oui, Puis, on est plusieurs d'entre nous qui ont fait le saut parce qu'on a la flamme de ce métier-là. On a eu la flamme de nos seniors qui nous ont enseigné sur la route puis qui nous ont donné le goût de faire la différence. Puis, présentement, ce qui arrive, c'est que la majeure, il n'y en a plus parce que le gouvernement est encore évalué est-ce qu'on est vraiment utile sur la route comme soins avancés. Et puis, on est en train de mourir par attrition présentement. J'ai 13 collègues soins avancés à Montréal qui sont partis enseigner dans la dernière année. Tu sais, moi, j'ai une formation universitaire qui m'a appris par un pédiatre à réanimer des enfants. Puis présentement, on ne peut pas faire de soins sur les enfants. Donc, les enfants qui sont décédés, bien, on veut pas qu'on leur donne des soins parce qu'ils veulent pas qu'on les tue, mais tu sais, rendu là, tu sais, c'est comme le petit plus qu'on pourrait faire sur la route qui ferait vraiment une différence aussi sur le post-trauma, parce qu'on les connaît, ces connaissances-là, on sait les appliquer, mais on ne peut pas les pratiquer. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est y flatter la tête jusqu'à l'hôpital puis essayer de le réanimer. Puis c'est de là que ça vient difficile, notre job. C'est autant mental que de tout le respect que tout ça entraîne. C'est cet abandon-là qu'on a le sentiment, vraiment. Bien, oui, justement, nous autres, on est 4 étudiantes dans ça en ce moment. Puis, entendre tous vos témoignages aujourd'hui, c'est sûr qu'on connaît un petit peu la réalité, mais ça nous rentre vraiment dedans parce que, tu sais, nous, on étudie là-dedans, on est passionnés, mais on s'embarque dans quelque chose de très difficile. Puis, c'est difficile de savoir exactement dans qu'est-ce qu'on s'embarque. Tu sais, les choses qu'on va voir, nous, ça nous fait peur. Bien, je parle pour moi, mais je pense que ça nous fait peur quand même. C'est important ce que tu dis, parce que même dans la formation, on ne vous prépare pas à ça. Non, exactement. Exactement. Fait que on se sent pas vraiment préparé aux choses qu'on va voir. Puis nous, ça nous fait peur là, de vivre par exemple, un choc post-traumatique. On a appris quelques diapositives sur le choc post-traumatique dans notre cours de psychologie. Puis c'est quelques pages, là, quelques petites notions. Fait que moi, je suis quelqu'un de vraiment super sensible. J'aime le contact humain. Je suis très, 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 très empathique. Puis je suis quelqu'un d'émotif aussi, là. Fait que moi, ça me fait peur, là, de voir des choses qui vont me rester en tête puis de ne pas être préparée suffisamment pour voir ces choses-là à l'école. Bien, si je peux juste faire du pouce aussi en tant qu'étudiant. Là, les étudiants font rien que ça, du pouce. Depuis le début de notre programme, ça fait pas très longtemps que nous, on a commencé. On est dans la formation plus intensive, donc en 1 an et demi, 2 ans. On a déjà perdu des collègues à l'école qui sont partis parce que c'est démotivant, c'est démoralisant d'étudier, donner de l'énergie, beaucoup de temps pour un métier qui est quand même assez difficile, puis l'étude est quand même aussi très demandante, pour un métier qui est même pas valorisé par le système. Fait que c'est très démotivant. Il y a des gens qui lâchent. Regarde, je te donne juste un exemple. Même les vidangeurs, les éboueurs, c'est pas ceux qui ont le plus grand standing social au monde. Enlève-les demain matin. Mais oui. Enlève-les demain matin. Ils sont essentiels. Mais vous autres, en plus, vous sauvez des vies. Puis vous donnez aussi... Tu sais, les familles... Tu sais, moi, je sais, comme mon père est hospitalisé, la panique qu'il y avait dans la maison chez nous. C'est quand les 2 ambulanciers sont arrivés que la panique s'est slackée un peu. Parce qu'ils savaient quoi faire. Ils savaient comment s'adresser à moi, ils savaient comment s'adresser à ma mère aussi. Ça prend plus que de la formation. Ça s'apprend pas, c'est ça. Mettons, tu commences à 20 ans, puis tu arrives dans une situation qu'un enfant est mort devant toi, puis il faut que tu dises à la famille que tu peux rien faire. Fait que, tu sais, c'est difficile, par exemple, moi, en ayant 20 ans, mettons, dire à une mère d'un enfant, ben en ce moment, on peut rien faire pour vous, tu sais. Fait que c'est aussi de la psychologie pour nous, qu'on n'a pas beaucoup, puis que c'est pas reconnu. Puis, tu sais, oui, ils nous en parlent, ils nous font des diaporamas, puis tout par rapport à ça. Mais ça reste que sur la réalité du terrain, c'est quand même nous, au final, qui va débourser pour nos soins psychologiques, tu sais. Ah, c'est cool. Ils disent qu'ils nous aident, mais ils vont payer une séance et c'est tout. Derrière toi, s'il te plaît. Ouais, Merci. Pour un peu
pour un peu faire du pouce sur qu'est-ce que ma collègue a Encore dit. du pouce? Ben, même quand t'arrêtes d'étudier... Ça n'a même pas d'argent pour s'acheter un avec char. nos salaires, c'est ça qui se passe. L'ambulancier, c'est ça. C'est quoi ton char, le gros truck jaune, mais quand je travaille pas, là, je suis à pied. Mais, tu sais, ce qui rend difficile aussi à évaluer, puis autant pour les étudiants que pour, mettons, j'imagine le gouvernement, c'est que notre travail est super inconstant, tu sais. Il y a des journées où tu vas faire justement le saignement de nez, le jeune qui s'est cogné le pied, l'ongle incarné depuis 3 semaines. Cette journée-là, c'est une journée un peu plus facile où, mettons, juste ta présence va être bien assez pour aider peu importe qui tu vas traiter. Mais peut-être que cette journée-là va finir justement avec une noyade d'un enfant, va peut-être finir avec un membre de ta famille que tu vas peut-être aller jusqu'à essayer de réanimer, tu sais. Puis ben si tu tombes pas sur cette journée-là en tant que staff d'observation ou en tant que le gouvernement qui cherche à évaluer la portée de notre métier, ben c'est quelque chose que tu verras jamais, tu sais. Ce qui est difficile avec ce métier-là, c'est pas seulement de le faire, c'est aussi de ta journée, même s'il n'y a rien que tu fais, ben, tu as tout le temps cette espèce d'épée de Damoclès-là, tant ou son temps que tu es dans ta boîte, que tu sais jamais quand est-ce qu'elle va tomber. Donc, à ta question, je disais, au Québec, il doit y avoir 5-10 fois trop de paramédics formés, diplômés. Ils ont lâché. Ils sont plus sur la route. Il en manque-tu? Non, il en manque sur la route. Il en manque du monde qui veulent rester. Mais la culture anglophone, elle est très différente sur la reconnaissance des médics. Oui, c'est ça. On va juste 50 km à l'ouest de Montréal, puis déjà, nos paramédics, nos collègues ontariens ont beaucoup plus de reconnaissance que nous ici, là. C'est fou parce que déjà, on vient de commencer le programme, puis on parle des conditions de travail, puis entre collègues ici, je parle de mes amis, on parle déjà de partir ailleurs pour aller travailler. D'aller dans un endroit, justement, il y a Claudia qui veut aller travailler à Ottawa parce qu'on parle justement des conditions de travail qui sont meilleures. On parle que les soins qu'on peut faire sont vraiment plus avancés, sans nécessairement avoir une formation universitaire. On parle de qu'est-ce qu'on pourrait changer. Oui. La reconnaissance. Oui, ça, c'est ça. Tu sais, on est tous du monde qui ont commencé là, les métiers d'urgence, là. Il y en a qui ont voulu être police plus jeunes, d'autres, c'était déjà dessiné. Dans les milieux de l'urgence, tout le monde le sait, on est les enfants pauvres. Ben oui, c'est pas normal. Au niveau des conditions de travail, de la reconnaissance, t'sais, un pompier, ça sauve des vies. Ils n'ont pas besoin... Ouais. Ça sauve jusqu'à dehors, ben à partir de dehors, c'est vous autres. Oui, mais c'est ça, la reconnaissance, l'uniformisation. Tantôt, on a parlé, là, monsieur a parlé de la douleur. C'est un peu un détail, là, de la douleur dans notre vie. Tu sais que si tu casses un fémur dans une région X, tu n'as pas le droit d'avoir un médicament pour la douleur, mais si tu es 22 km, 1 km sur l'autre bord du pont, bien là, il y a des médicaments pour t'enlever ta douleur. On a tous fait la même formation, mais je veux dire, tout le monde a une formation, mais on ne peut pas la mettre en pratique également partout. Je suis dans une drôle de position où est-ce que je suis paramédic et étudiant en même temps, puis j'étudie pour être soins avancés. Comme Sonia a dit, le programme au Québec a fermé. On fait quoi en ce temps-là? On se tourne vers l'Ontario. Ça a été ma solution pour moi. Tu sais, pour la douleur, là, c'est genre tous nos appels, c'est les appels de douleur. Là. Les gens ont tout le temps mal. Ils appellent pas s'ils n'ont pas de problème, ils appellent pas s'ils n'ont pas mal, tu sais. Fait que, puis là, moi, j'ai comme le drôle de débalancement où je suis en stage comme soins avancés. J'ai une grosse boîte à outils, mettons. Je reviens faire mes corps de travail au Québec. Puis, oups, OK, non, je peux plus faire ça, je peux plus faire ça, je peux plus faire ça. Puis des choses qui pourraient être faites en soins primaires au Québec parce que ça se fait ailleurs aussi. C'est un manque de confiance ou tu penses que le système trouve que vous êtes niaiseux? Opinion personnelle, c'est une question de contrôle. Ouais. Opinion personnelle, je pense que c'est la peur d'avoir peur, oui. Je pense que c'est une question de garder le contrôle. T'sais, on en parle depuis un matin. De un, la reconnaissance, oui, il n'y a personne qui nous en donne. Tu arrives à l'hôpital, le médecin te prend pour un moins que rien, tant qu'il ne te connaît pas. Quand tu as une certaine relation avec, tu retournes 2-3 fois à même hôpital. Puis là, il voit, OK, ce gars-là est allumé, il connaît sa physiopatho, il sait où est-ce qu'il s'en va. Mais sinon, là, les médecins, ils s'en torchent. Là. On va se le dire, là. Tu es juste un transporteur, tu y amènes un corps, puis that's it. Pensez-vous que la manière dont on vous traite vient de là? Plus que des paliers de gouvernement qui ne comprennent rien parce que les 3/4 du temps, c'est des comptables dans des bureaux bruns. Là. Je pense que oui, ça découle de là. Mais tu sais, après le médecin que tu croises à l'urgence, à qui tu as apporté quelqu'un, bien après ça, tu as le collège des médecins. Puis eux autres, bien, ils veulent tous se garder. Là. Ils veulent pas déléguer des actes parce qu'eux autres, c'est facile de rentrer à l'hôpital. Puis là, je dis ça, puis j'ai une petite parenthèse, mon cousin est médecin, fait qu'on se chicanera à Noël. Là. Ah ouais. Mais
C'est pas un médecin en particulier, mais c'est le collège des médecins. Ça m'est déjà arrivé, expérience personnelle. Constipation. Hein. Non. Il manquait de batterie dans sa manette de télévision. OK, oui. Il n'y avait rien. Il y avait rien de médical. Le pape Pidouze est mort du hockey. Le hockey, c'est dangereux. Le hockey, c'est dangereux. Mais cette personne-là, elle n'avait aucune problématique médicale. Un an et demi. Mais elle s'est faufilée dans les failles du 911. La police a dit, ben, t'as rien à faire avec nous. Les pompiers ont fait, ben non. On chipait ça à l'ambulance, puis là, eux autres, ils ont fait... Fait que toi, t'es allé changer des estis de batterie de manette. On va vous envoyer une ambulance, madame. Voyons donc. Ça, c'est fait con. que ça, c'est gratuitement. Puis là, si cette personne-là, un moment donné, on lui a fait raisonner, puis là, je vais sûrement perdre mon travail, on lui a dit qu'elle n'avait pas besoin d'aller à l'hôpital. Mais elle, si elle nous avait dit, oh, savez-vous quoi, j'irais faire un petit tour à l'hôpital, il aurait fallu qu'on l'amène. On l'amène. Pour les batteries, là. Pour des batteries. Pour les batteries. By the way, elle a toujours pas de batterie dans sa manette. Elle s'est mis dans quelque chose qui vibrait. Ah! J'aime mieux pas m'imaginer cette madame-là. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que là, ta montre t'a dit de respirer. Ben, je voulais dire en premier qu'on n'a pas les moyens de déménager en Ontario, nous autres. Fait qu'on va rester au Québec. Mais on vit dans un système que tout le monde a intérêt à ce que ça continue comme ça. Ben oui. Les médecins ont intérêt à avoir des malades à l'hôpital. Ils n'ont pas intérêt à ce qu'on les laisse à la maison. C'est ça, ben oui. Les compagnies ambulancières, ils ont intérêt à avoir une facture. Ils n'ont pas intérêt à ce qu'on les laisse à la maison. Les pharmaciens, ils ont intérêt à ce qu'on aille acheter des médicaments. Ils n'ont pas intérêt à ce qu'on aille au gym. Puis même les médecins l'ont dit, qui sont payés à l'acte, puis qui aimeraient ça être payés selon leur patient, comment il va bien. Hey, c'est triste en tabarouette ce que tu dis. Ouais. C'est vraiment Ben, triste. c'est ça pareil. Oh, non, mais c'est qui sais. qui a intérêt à quoi? Mais c'est triste. Tu sais, les compagnies ambulancières, ils ont intérêt à ce que ça a l'air qu'il manque d'ambulances sur la route, parce que comme ça, les budgets augmentent l'année d'après. Ils dépensent leur budget en fin d'année, ils vident le budget pour en avoir un plus gros l'année d'après. Moi, ça fait 10 ans que je suis là, on est les mêmes paramédics à Urgence Santé. Ça augmente pas, mais mon Dieu, qu'il y a plus de chefs. Puis, on est un trou dans le trésor. C'est pour ça qu'on appartient au ministère du Trésor. On est juste un trou. Dans le fond, on est une perte. La facture, c'est 150 $. 150 $ qui est payé par le CHSLD, 150 $ qui est payé sur le budget du CIUS. J'ai payé, moi. Mais la vraie facture, c'est 1200 que ça coûte par transport. Ça n'a pas changé depuis 1997, mais ça a augmenté de 500 $. Mais il n'y a personne qui a intérêt à augmenter la facture parce que 65 ans et plus, c'est gratuit. Bien-être social, c'est gratuit. Puis là, j'en passe, mais il n'y a personne qui a intérêt parce que les autres budgets vont devoir augmenter si c'est ça, t'sais. Fait que l'hôpital, quand ils ont besoin de rapporter quelqu'un qui est guéri à la maison, ils appellent une ambulance à 1200 $ au lieu d'y appeler un taxi. Je trouve ça triste d'entendre ça, moi. Parce qu'on parle encore de signes de pièces quand on parle de la vie, tu sais. C'est ça. C'est pas une ligne de vie, un signe de pièces. En tout cas. Ça. Ça arrive qu'il appelle l'ambulance puis le taxi en même temps. Puis le premier arrivé, c'est le premier qui va prendre le patient puis il va partir avec. Des fois, on arrive 20 minutes plus tard. Ah, il est déjà parti en taxi. Puis il vous recolle pas. Non. Ben non. Il nous oublie. Sur quelqu'un qui a vraiment besoin d'une ambulance au coin de la rue, ben il l'aura pas parce qu'on est à l'hôpital à chercher un patient qui n'existe pas. Ben moi, j'ai connu l'époque là, de transition, dans le fond. Je suis comme le jeune vieux, moi. Fait que j'ai connu cette époque-là où, je dirais quasiment, c'était tellement passionnel que la paye, c'était pas tant important. Puis on était quasiment prêts à... Il y avait du volontariat là-dedans. Hein? Puis les œufs Cadbury n'étaient pas à 4 $ dans ce temps-là. Exactement. Puis il y avait très peu de formation, comme Steph a placé tantôt, puis les gens s'amusaient. Puis faire un quart d'un chiffre d'ambulance, surtout en ville, là, au centre-ville, puis tout ça, c'était un événement en soi de faire un chiffre d'ambulance au centre-ville, puis de vivre ça. Autant le trip de l'ambulance que l'appel en soi, parce qu'en ville, moi j'ai connu ailleurs, je vais d'ambulance ailleurs aussi, mais je veux dire, vivre l'appel, c'était quelque chose. Aujourd'hui, tu es tellement encadré dans un frame rigide que tu as de la misère à être toi-même là-dedans. Puis à la base, quand tu débarques, la personne qui est là, ce qu'elle veut voir, c'est toi. C'est pas l'espèce de protocole robotisé, le texte déjà appris qu'il faut pas mettre le pied de côté. On déshumanise ce système-là, on dirait, au fil des années.
Ça, le manque de reconnaissance, c'est qu'on est encore, malgré tous les soins qu'on peut donner, on est encore considéré comme des transporteurs de patients. On appelle pour des soins, non, on fait juste l'amener à l'hôpital, puis ça va être correct. Oui, mais le patient, il l'évite pas jusqu'à l'ambulance, puis on est toujours à 15 minutes de l'ambulance parce qu'il faut le descendre du 3e étage. On est à 20 minutes parce qu'il y a du trafic, puis il y a des trous partout. On n'est jamais à 5 minutes de l'hôpital. Pourquoi les derniers gros hôpitaux qui ont été rénovés, l'urgence compte même pas de garage pour les ambulances? Quoi? Montréal Général, pas de garage. Sacré-Cœur, pas de garage. Voyons donc. La Salle, pas de garage. Fait qu'on nettoie vous débarquez dehors. où, dans la rue? Non, mais au foie. Vous débarquez dehors? Dans la Ben draft voyons donc, devant. ça n'a pas de bon sens, Parce que ça. des fois, il y a un petit carport, puis là, ça te fait une belle draft devant. Mais c'est pas... Il y en a qui ont des garages. Mais les derniers rénovés, ils n'ont pas de garage. Fait qu'il faut répondre à cette question-là. Puis après ça, on va se rendre compte à quel point le manque de considération, il est partout. Je vais faire un bout. Nous autres, on est sur le comité de négo. Fait qu'on a des discussions avec nos vis-à-vis, des porte-paroles. Juste 2 ans, vous y alliez pour rien, là? 3, ben ouais. Ouais, mais c'est fait des belles visites. T'sais. On va à Québec aller-retour. Ils nous envoient les vendredis pour être sûr qu'on finisse les vendredis soirs puis qu'on scrape nos vendredis soirs à chaque semaine. Mais on va là-bas, on a des discussions avec des gens qui n'ont aucune idée c'est quoi notre job, notre réalité, les conditions, les conciliations, travail-famille, les nouvelles mamans, ceux qui sont un couple qui travaillent chez nous. Ils n'ont aucune idée. Ils nous parlent de sujets de libération de civière. Ils pensent que ça prend 15 minutes à arriver à l'hôpital, se faire trier, libérer une civière puis se remettre disponible. On leur dit que ça prend des fois 1 heure se faire trier. Ils veulent presser en disant on va trouver des façons de libérer des civières, de gagner du temps parce qu'ils disent que les paramédics, on se pogne tout le cul dans les hôpitaux. T'sais, on fait exprès pour perdre du temps, mais on leur explique qu'on prend un appel, ça prend 40 minutes de se rendre sur l'appel, on traite le patient maintenant sur l'appel. Après ça, on s'en va pas à l'hôpital la plus proche. On traverse la ville au grand complet pour aller en bas de la ville, se faire trier par une infirmière qui, après ça, va nous demander de surveiller le patient parce qu'ils n'ont personne. Fait qu'on surveille le patient. On reste à côté pendant des demi-heures, des heures. Mais pendant ce temps-là, il n'y a pas d'ambulance. Toi aussi, tu m'en as parlé. De traverser la ville pour aller à l'hôpital. Pourquoi vous n'êtes pas acheminé à l'hôpital le plus proche? C'est pas ça la logique? Écoute, PA, si tu as la réponse, dis-moi-la, parce qu'on la pose puis on n'a pas la réponse quand on la pose. Ils veulent qu'on ait l'hôpital qui va être disponible, qui va être prêt à nous recevoir. Mais si je pars, là, pour donner l'exemple de Saint-François à Laval, pour aller porter un patient au CUSUM ou au CHUM, le temps que je vais faire la distance, là, je ne suis pas disponible à faire un autre appel. Fait que je vais descendre, je vais traverser la ville, puis là, il y a des appels qui rentrent. Lui, il va me dire, va à cet hôpital-là. Puis là, tu amènes la grand-maman, 88 ans, qui reste à 3 minutes de la Cité de la Santé. Bien, je vais l'emmener au CHUM. Je vais la rendre anxieuse. Puis là, sa famille va être obligée de descendre en bas pour aller la chercher parce qu'après ça, elle est rendue à l'autre bout et puis à côté de chez eux. Fait que son mari, il est obligé de prendre son auto à 88 ans pour descendre au CHUM pour aller voir sa femme parce qu'elle est rendue à l'autre bout. Et ça, c'est notre réalité. Que eux, avec qui on discute, ils n'ont pas cette mentalité-là. Ils n'ont pas cette réalité-là de c'est quoi notre job, notre vie. Ils ne vous considèrent pas, vous autres, mais ils ne considèrent pas non plus le patient, qui est en fait le pourvoyeur. Parce que c'est le patient qui paye ses taxes, puis qui paye... Si les gens de 65 ans et plus ont le droit d'aller en ambulance gratuitement, c'est parce qu'ils ont collaboré tout au long de leur vie. Ça devient encore plus grave. Là. Ça devient un problème de société, en fait. Pour revenir à ce que Mathieu disait par rapport à la répartition des hôpitaux, à Montréal, c'est au quotidien. C'est un débat quotidien. On arrive chez un patient pour une problématique non urgente, mais qui nécessite une consultation. J'ai un exemple que j'ai vécu la semaine passée. La dame, elle a la jambe enflée, rouge, chaude, peut-être une cellulite, peut-être une phlébite. Clairement, quelque chose qui nécessite une consultation, mais pas un transport urgent. Fait qu'on demande à la répartition à quel hôpital on peut aller. Ça nous demande d'aller à La Salle, à partir de Sainte-Dorothée à Laval. Ça, c'est pas si pire. On descend à la 13, mais on s'entend, là. La dame, elle a... La dame, les gens qui connaissent Montréal le sauront. La dame, là, son conjoint, il est en perte d'autonomie à domicile, elle s'occupe de lui, elle est proche aidante. Elle a les larmes aux yeux. Excusez. Ouais. Puis elle a la jambe grosse de même. Ouais. Fait qu'elle a les larmes aux yeux en nous suppliant de l'amener à l'hôpital plus proche pour que son mari puisse être pas trop loin d'elle, que la famille puisse venir la rejoindre, que ce soit facile. Moi, c'est sûr que dans cette position-là,
je vais prioriser le patient, je vais déroger de ma procédure, mais je m'expose auprès de mon employeur à des représailles. Donc, même si j'ai choisi le patient, j'ai fait le bon choix moral, le bon choix éthique, je n'ai pas fait le bon choix procédural d'un point de vue de gestion. Donc, je m'expose. Puis ça, il y a des paramédics à Montréal qui le font à tous les jours, ce choix-là. Et on le prend sur notre dos parce qu'on est là pour nos patients. J'ai vécu un arrêt cardiaque pédiatrique l'année dernière. Une fille de 2 ans tombe en arrêt cardiaque devant sa mère. On est arrivés les premiers sur les lieux, ce qui est quand même rare à Montréal. On était au coin de la rue. Les soins avancés sont arrivés. Notre collègue, il nous a dit « On s'en va, je ne peux pas faire la CLS pédiatrique. » Pourquoi? Parce qu'ils connaissent le protocole, mais la procédure les empêche. La gestion de la douleur, j'ai fait une fracture de la hanche la semaine dernière. La dame est tombée devant la pharmacie, elle est restée 1h30 dehors, devant la pharmacie, parce qu'elle est rentrée en priorité 3, en lieu public. Il n'y avait pas d'ambulance disponible. Il y a des citoyens qui sont restés auprès de la dame, puis la dame, elle hurlait de douleur quand on l'a transférée sur la civière. Puis je sais très bien qu'à Lévis, à Chaudière-Appalaches, au Bas-Saint-Laurent, les mêmes paramédics que moi ont le fentanyl, puis moi, à Montréal, je ne l'ai pas encore parce que c'est trop long de nous former, on est beaucoup. Là, on est en grève, donc ça complique les choses aussi. Donc, ça a été long, mon discours, là. Mais tout ça pour dire que le dilemme moral, au final, du système va toujours reposer sur les épaules du soignant. Ils vont tout faire pour leurs patients, au détriment d'eux-mêmes, puis au détriment de leur sécurité d'emploi, puis de leur titre. OK. Fait que si je fais un constat rapide de tout ce qu'on s'est parlé là, depuis le début, moi, je suis détruit. Là. Je suis détruit. Hey, que je suis content de ne pas avoir passé le test physique. Oh! Nous, de se faire dire qu'on se pogne le cul sur le coin d'une rue au Tim Hortons, premièrement, c'est complètement faux. Puis deuxièmement, il n'y a personne qui chicane les pompiers quand ils jouent au soccer dans le garage de la caserne. Fait qu'à un moment donné, là, la réalité, c'est que si à chaque fois que tu allumais une chandelle dans ta maison, t'appelais les pompiers, il y aurait une pénurie de pompiers assez vite, merci. Fait qu'à un moment donné, il faut arriver au constat clair que le système est surchargé. Puis c'est pas aux paramédics et aux professionnels en général, parce que c'est pas juste nous autres qui vivons ça en ce moment, de pallier à ça. C'est aux décideurs qui sont en position de pouvoir de prendre les décisions, mettre leur culotte, puis de s'assurer que la population a les services qu'elle mérite. Fait qu'il y aurait une éducation aussi à faire du côté de la population. Parce que moi, ma mère a 90 ans, tu sais. Et pour elle, c'est normal que s'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'elle appelle l'ambulance. Tu sais, pour y aller. Ça peut être une constipation, là. Tu sais, j'ai dit, maman, appelle pas pour ça, tu sais, 2-3 shots de Drano, puis on est, tu sais. mais c'est ça parce que mais je le sais que dans la tête à ma mère, c'est pas de mal faire d'appeler l'ambulance à chaque fois qu'il y a quelque chose ou quoi que ce soit, mais c'est dans ses gènes. Ça a toujours été ça. Tu sais, si le feu prend, tu fais le 911. Puis nous autres, en Gaspésie, on était un bout à pas l'avoir, le 911, nous autres. Il fallait faire le numéro complet, là. Les maisons brûlaient, ça avait plus long, ça. C'est légitime de faire le 911. Tu sais, ta mère, là, elle a une diarrhée qu'elle n'aime pas, elle fait le 911, c'est correct. Elle jamme, maman. OK. Par contre, on nous demande de nous servir de notre jugement clinique dans toutes nos interventions. Mais si on enlève le mot clinique, on pourrait servir de notre jugement. Longue incarnée, là, j'aimerais ça qu'on me laisse le pouvoir de dire, regarde, je vais regarder ton nom, je vais m'assurer qu'il n'y a rien d'autre que ton nom. Si je pense que tu devrais consulter, il devrait nous donner, là, tantôt on a parlé encore de système privé, puis on a parlé d'argent. OK? Moi, mon boss, il aime bien que je fasse une facture. Assez qu'il garde des statistiques sur le nombre d'appels où c'est cancellé. OK? Toi, je vais te chercher, puis tu dis, oh non, je ne veux pas y aller. Bien, ça, c'est un 10-3. Ça s'en va dans mes statistiques. Si j'en ai trop, là, bien, il y a un gestionnaire qui va me rencontrer, il va dire, tu n'as pas amené beaucoup. Tu n'as pas assez amené à l'hôpital. OK? Ça, c'est une réalité. OK? Mais moi, j'aimerais ça avoir un coupon de taxi, puis dire, longue incarnée, là, je pense que tu devrais aller consulter. On va appeler le taxi. Il va t'amener, lui, le taxi. Alors que moi, je vais t'amener obligatoirement. On vient de perdre 1 heure, 1 heure et demie, si c'est pas 2. Parce que là, vu que c'est pas urgent, au triage, comme on a parlé tantôt, bien, on va rester longtemps avec, là. J'ai pas de collègue qui me reste des mêmes années que moi. Denis, là, il paraît plus vieux, mais il est plus jeune. Ah, tu vois? On pensais que t'étais avec ton père, moi. On se rend pas à la retraite. J'ai pas de collègues qui se sont rendus. Moi, je suis chanceux, là. Je suis encore capable. Mais on se rend pas. C'est trop tough. Autant physique que mental. Les deux. Les deux. Les deux.
Mais ça va en prendre plus des gars comme toi qui en parlent. Il Ça va en prendre plus. meurt sur la job. Je sais bien. Ça va en prendre plus des gars qui braillent devant un Kodak puis qui disent « Asti, moi, ça fait 42 ans que je fais ça, puis il n'y a pas un des gars avec qui j'ai travaillé qui va finir en même temps que moi. » Bien, ça, il faut que les gens ils sachent ça. Puis moi, je te félicite pour ça. Puis brailler, moi, j'étais un bon brailler. C'est essentiel d'entendre des gars comme toi. Hey, on va parler... Oui, OK, il y avait quelqu'un là. Oui, c'est vrai, mon ami. Oui. Ouais, ben, tu sais, tu parlais de différents métiers, puis dans le même métier, plusieurs tâches, là. Mais il y a quelque chose qu'on aborde beaucoup, c'est justement le fait que tu es obligé de faire un transport, tu arrives là, tu es un peu pogné, puis tu peux pas faire grand-chose à aller à l'hôpital. Il y a quand même quelque chose qui s'implante en ce moment en province, mais que ça prend du temps, puis que c'est compliqué, puis qu'il y a plein de monde qui veulent que ça marche pas. C'est paramédecine communautaire, paramédic de régulation. Pas beaucoup de place. Qu'est-ce que c'est? Peux-tu Ça, me c'est dans le l'expliquer? fond, c'est des paramédics qui se déplacent à la maison sur des appels non urgents ou à la demande de d'autres paramédics pour venir faire une évaluation plus complète pour essayer de réorienter. Tu sais, Ouais. c'est vraiment des paramédics, puis leur but, c'est que la personne aille pas à l'urgence si elle n'a pas besoin d'aller là. C'est une bonne fou. affaire, ça? Non, mais c'est génial. C'est vraiment, vraiment fou. Puis ça n'a pas commencé hier. Ça fait quand même quelques années que c'est implanté, mais t'as pas idée à quel point il y a du monde qui sont là à temps plein pour pas que ça marche, ça. Puis à différents niveaux, que ce soit au gouvernement, que ce soit des médecins professionnels. Puis tu sais, pas viser personne, mais il y a du monde, autant qu'il y a du monde de différents niveaux, que ce soit autant des médecins, du monde qui travaille au ministère, je suis obligé de leur dire qu'il y a des gens qui veulent que ça marche, ça, mais il y en a plein qui veulent que ça marche pas. Puis ça fait des années que c'est un projet pilote, puis ça fait moins longtemps que les soins avancés, mais c'est difficile à implanter, c'est dur, puis ils veulent pas non plus que ça soit juste des paramédics qui gèrent ça. Faut absolument qu'il y ait du médecin, qu'il y ait des infirmières qui valident, puis qui checkent, puis si tu savais les obstacles que ces paramédics-là, les paramédics communautaires ou de régulation, peu importe sont où, là, les obstacles que ces paramédics-là ont pour ne pas amener la personne à l'hôpital. T'sais, c'est vraiment, c'est quelque chose qui pourrait fonctionner, c'est quelque chose qui, pour de vrai, de façon réelle, a fait ses preuves, mais encore au moment où on se parle, même s'il y a du monde au gouvernement qui a dit non, c'est l'avenir, ça s'en vient, ça part pas. Tout le monde dans la maison sait. Ce patient-là, pas d'affaire à l'urgence, mais on dit que ça serait mieux qu'on l'envoie à la clinique, mais à cause de telle virgule, non, il va pas, puis tout le monde se fait battre là, si on c'est ça. C'est dommage parce qu'il y a vraiment un potentiel, puis c'est concret. Là. Il y a du monde qui la font la job, puis ça fonctionne, mais on a de la misère à l'implanter, à le pousser partout. C'est beau. Réussir à parler à quelqu'un, réussir à l'entendre, le patient répond aux questions, score oui partout. Fait que l'autre a dit après ça, OK, c'est beau, faut pas enlever le main libre, fait 1h15, 1h20 que je passe. Là. Fait qu'elle dit, ouais, c'est beau, effectivement, il scorerait, mais écoute, tu m'as appelé, il était 2h30, là, il est rendu 15... Non, il est rendu 15h50, fait que il est trop tard, faut que tu l'amènes à l'hôpital. On est vendredi. Mais Non, asseyez-vous dans vos trucks parce que m'a tué quelqu'un. Ben, pas dans vous autres, là, mais on va avoir besoin de... Ça n'a pas de sens, cette histoire. Ça n'a aucun sens, cette histoire que tu me racontes là. Puis je trouve que notre plus belle qualité qu'on a, les paramédics, mais c'est également notre plus gros défaut, c'est la résilience. Des fois, tu te ramasses dans d'autres places que pour avoir des ressources, il n'y en a pas, tu es juste 2 dans le truck. Fait que peu importe ce qui arrive, faut que tu te débrouilles, peu importe la marde qui te tombe dessus, puis tu n'as pas le droit à l'erreur, comme je disais. Tu es tout le temps écouté. Puis cette résilience-là, quand tu arrives à l'hôpital, ben le patient qui va pas bien, ben c'est beau à voir parce que le médecin arrive. Si c'est pas assez un médecin, il y en a un deuxième, un troisième qui arrive. Ça devient comme des abeilles ouvrières. Les médecins sont en arrière, ils font rien, ils pensent, c'est leur job. Faut qu'ils pensent. C'est pas assez les médecins, c'est pas assez les infirmières. On va caler les inalos, on va caler l'anesthésiste. Il faut intuber ce patient-là. Il va encore pas assez bien. Let's go, on cale le bloc opératoire, on va faire descendre des chirurgiens. C'est pas assez encore, on va appeler l'autre hôpital. Il y en a des ressources. Quand c'est pas assez de un, il y en a d'autres qui viennent aider, puis c'est relativement rapide. Mais vous autres, vous êtes 2 puis un truck. Moi, je suis 2. On est juste 2. Ben, les policiers nous ont dit au final, tu sais, là, gars, quand nous autres, ça va pas bien au corps, les policiers, là, c'est un policier qui m'a dit ça, il dit, ben, vous êtes là. Puis vous autres, quand ça va pas bien, ben, c'est nous autres qui est là. Ben, ça fait qu'au final, moi, j'ai pas cette reconnaissance-là parce que j'ai pas le même salaire
J'ai pas une veste pare-balles, j'ai pas un gun, une matraque, des menottes, du poivre de Cayenne, de l'équipement, j'ai rien de ça. Mais je m'en vais sur des calls de police. M'arriver à un moment donné là, de voir un flic qui sort d'une maison avec un pompeux dans les mains, puis je me dis, qu'est-ce que tu fais avec ton pompeux? Mais il dit, c'est pas le mien, c'est le patient qui nous attendait dans la porte. Il visait la porte, puis il attendait. Puis il dit, ça fait pas 30 secondes que je suis arrivé. J'ai dit, Chris, comment t'as fait de pas te faire tirer? Il dit, nous autres, on avait eu l'information, je le savais. Moi, la famille nous l'avait dit par où rentrer. Puis Moi, je l'avais toi, pas, moi, je vous l'avais autres, pas vous eu, cette saviez. info-là. Moi, je le savais pas. 30 secondes d'intervalle, là, c'est moi qui rentrais, je me faisais tirer. J'ai pas de veste pare-balles, j'ai pas rien. Là. J'ai rien pour me défendre. Fait que Mais t'as de la résilience. Mais j'ai de la résilience. Fait que, tu sais, j'entends mes collègues de dire on va en faire plus pour le patient. Oui, c'est vrai. On veut tout le temps en faire plus. C'est ça, notre résilience. On voudrait toujours en faire plus. On pourrait toujours en faire t'achète plus. même. Mais au final, est où la reconnaissance? Et où la reconnaissance? Il n'y en a pas. Asti que je vous appellerai plus. Je vais vous appeler juste pour que vous arriviez chez nous, je vous fais un café. On va-tu un petit 5 minutes dans le spa? Je vais dire que j'ai des difficultés respiratoires. Pogné dans le spa. Pogné dans le spa avec du fentanyl. Ça vient aussi au fait que autant la population que le système de santé, tout le monde nous prenne pour acquis. Là. Les autres, ils s'attendent qu'on soit disponible 24 heures sur 27, 7 jours sur 7, jours sur nuit, tout le temps, il faut être là. Tu sais, c'est comme ils s'attendent qu'on fasse ça, mais on peut juste faire ça. Puis si on fait pas ça, ils sont comme... Ils nous donnent de la merde. OK, fait qu'un paramédic régulateur, ça fait quoi? Dans le fond, en général, en gros, ce qu'on fait, là, c'est vraiment du triage secondaire des appels au 911. En fond, la personne qui appelle pour un nom incarné, effectivement, au lieu d'envoyer une ambulance, ça risque d'être moi qui va être affecté sur cet appel-là pour justement faire le processus d'une coévaluation. Tu sais, puis j'entendais aussi les étudiants à entendre tout ça puis à avoir peur. Puis tu sais, ma job de ce que je fais au régulier, c'est vraiment le meilleur des mondes. Où est-ce que je suis vraiment capable de faire en sorte que mes collègues qui sont dans l'ambulance, ben ils vont pas sur ce type d'appel-là. Ça reste que, effectivement, tu sais, je suis paramédic, j'ai les mêmes protocoles qu'eux. So, si la personne, même si j'essaye de la convaincre que t'as pas besoin d'aller à l'hôpital, mais si elle veut aller à l'hôpital, elle va y aller. Ce cinquième-là, je me suis dit, maintenant, depuis quelques années, on est obligé de les faire. Fait qu'on est obligé d'appeler à distance le médecin, expliquer les faits, demander des informations personnelles aux gens qui sont en deuil, les gens qui sont difficilement questionnables dans des situations comme ça. En plus, Puis, ils sont en présence en plus. Effectivement, tu sais. Fait que c'est comme, on a 2 jobs à faire en plus d'essayer de la réanimer. Des fois, souvent, on n'est pas capable. Après ça, tu annonces le décès. Puis après ça, il faut que tu te mettes à la table avec ces personnes-là pour demander des informations personnelles. Tu sais, les parents, c'est quoi qu'ils veulent faire avec le corps? Quelle compagnie funéraire? C'est vraiment des questions personnelles. Puis des fois, on a vraiment de difficulté à faire. Un jour, Chris est venu sur un de mes appels. Puis il était là, justement. Puis il a vu que je n'étais pas capable de le faire. Parce que ça criait. Parce que c'était vraiment difficile. Parce que c'était une personne qui était dans la quarantaine d'années. Puis la famille n'acceptait pas le deuil. Puis moi, j'étais pas là. J'étais pas capable de le faire. Bien, Chris, il a pris le relève. Puis il a dit, non, c'est beau, Dave. Il dit, je vais la faire, cet appel-là. Il dit, je vais le faire, le questionnement, comme ça. Mais ça, c'est des réalités qu'on a à faire, toute la gang. C'est des journées, c'est des calls qu'on peut faire. Puis un après l'autre, c'est ça qui est vraiment difficile. Mais au salaire qu'on est payé, là, ben, il faut faire 42, 45, 46 heures par semaine pour être capable de mettre du pain sur la table. Puis, tu sais, c'est beau, là, des merci, puis tout, mais tu sais, on rit tout le temps avec les collègues, puis on dit, ben, des merci, ça met pas du pain sur la table. Là. Je peux pas payer mon hypothèque. Ben, c'est ça, exactement, tu sais. Fait que, tu sais, heureusement qu'on s'entraide entre nous autres, puis heureusement qu'on s'aide, puis qu'on voit ça. D'où l'importance d'avoir un solide partner. Vraiment. Une partner, oui. Heureusement qu'on a des bons gars puis des bonnes filles, là, tu sais, puis qu'on est capable de déceler des fois la douleur à travers, parce qu'on n'est pas des gens qui le démontrent beaucoup, là. Fait que heureusement qu'on est capable de le faire puis de le voir aussi. Ouais. Mais merci, Chris, pour cette journée-là. Premièrement, on n'est pas reconnu, puis on fait plusieurs choses médicales, des détresses psychosociales, on en fait plein, tu sais, j'en parlais tantôt. Mais on est aussi exposé à des trucs qu'on ne devrait pas être exposés, a.k.a. des trucs de police. Je ne suis pas la seule. On est exposé à des guns. OK? On n'a pas de veste pare-balles. On n'est pas formé pour réagir à ça. Je pensais que moi, que les paramédics, vous aviez un niveau 5 là, qui appelle, là, genre, au non. moins qui arrête les lames. Là. Ouais. Ben, mon conjoint... Tire pas, mon ami!
Mon conjoint, il est policier, puis il m'est arrivé 2 situations où j'ai été exposée à des Vous avez un gros guns. salaire dans la maison, vous êtes correct. Ouais, une chance. Il m'est arrivé 2 situations où j'ai été exposée à des guns, puis la deuxième fois, c'est celle où que c'était... Excusez, ça me rend émotive, là. Je vais me gérer, ce sera pas long. C'est celle-là où que ça a été le plus difficile pour moi, puis ce qu'il m'a dit quand je suis revenue à la maison, c'est « Ben, tu sais, Ali, une chance que tu l'avais, ton uniforme. Parce que sinon, peut-être qu'il aurait tiré. » Excusez. Mais, tu sais, là, avec le temps, il réalise que c'est pas suffisant, l'uniforme, là. La même couleur que les autres. Ben, je portais mon gilet jaune. Tout ça pour dire qu'on est exposé à des choses qu'on n'est pas... Personne n'est censé être exposé à ça, mais le policier, il est entraîné. Il y a un gun, il y a un partner qui a un gun, il y a une veste, il y a des duos qui s'en viennent vite. Nous, on n'a pas ça. Tu sais... Il y a du backup. Ouais. Puis nous, ben c'est rare quand on appelle pour du backup, pas pour ça, là, mais mettons le patient qui pèse 600 livres, là, ça peut prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures. Enlever le mur. Hein? Ah ouais. Enlever le mur pour sortir. Ouais. Un mur portant, on peut pas. Fait que tout ça pour dire que on est exposé à plusieurs choses, puis en plus de tout ça, on n'a pas de reconnaissance. Ça fait en sorte que c'est vraiment difficile de continuer là-dedans, puis de se dire, je suis exposée à ça, puis en plus, je suis pas reconnue. Tu sais, c'est tough. Dépêche-toi de mettre 5, il y a un autre. Ah ouais, il continue. Puis excuse-toi jamais d'être émotive. Ça va te garder en vie. On a un programme d'aide aux employés. Tout le monde, c'est comme un devoir de l'employeur de le fournir. C'est pas parce qu'ils veulent. Mais mais c'est vraiment une bonne place. Mais de trouver un intervenant aussi, c'est pas facile. Je sais pas combien d'histoires que j'ai entendues de gens qui ont voulu aller consulter après un appel difficile, puis que la psychologue ou la thérapeute était pas apte à recevoir cette histoire-là tellement que c'était trop lourd. Puis là, tu te ramasses dans un bureau parce que tu mets un genou à terre. Puis pour un paramédic, mettre un genou à terre, c'est déjà immense. Puis là, il faut que tu fasses de la thérapie sur ta thérapeute. Parce que là, c'est elle qui vire blanche dans le bureau, puis c'est elle qui file pas, puis c'est elle qui passe proche de syncoper. Hey! Lâche-moi pas! T'as fait le milieu de ton histoire, là! J'ai pas fini, ça, c'était le début, ouais. Fait que... Mais c'est ça, fait que de trouver des gens pour nous écouter aussi puis recevoir nos histoires, c'est très difficile. On a des programmes de pères aidants, justement, entre nous. Moi, j'en suis une que... Justement, je comprends mieux la réalité d'un paramédic qu'un autre, mais c'est pas assez mis de l'avant encore, ces programmes-là. Il n'y a pas encore assez d'emphase sur notre santé mentale. On est limité d'un rendez-vous, fait que des fois, ça bloque les gens de dire « Ouais, mais là, c'est parce que je vais aller consulter, mais j'ai juste tant de rencontres, puis je le sais que ça va m'en prendre plus, fait que je suis aussi bien de juste pas y aller puis de garder la boîte fermée jusqu'à ce qu'elle explose. » Le grand public là, va voir un événement, 1 à 2 événements à potentiel traumatique dans leur vie. Nous, c'est entre 700 et 800. Ben nous, il y a des gens qui sont payés grassement, là, nos chefs, là. Puis ils mettent en mesure des mesures d'action préventive. Fait qu'ils ont mis en place un système. Puis nous, on appelle ça des MAP, mesures d'action préventive. Il y a MAP 1, MAP 2, MAP 3. Puis on est constamment en MAP. Puis des maps, ce que ça fait, c'est que niveau 1, mettons, il offre le TS. Fait qu'il t'offre la chance de ne pas prendre ton lunch. Comme si c'était un cadeau. Tu sais, on te dit, ben tu peux ne pas prendre ton lunch puis faire un autre appel. Puis on fait comme, ben non, tu sais, je veux mon lunch, je veux ma fin de quart. Map 2, ben là, c'est uniformise les lunchs à 30 minutes. Fait que peu importe, mettons que tu fais un 8 heures, un 10 heures, un 12 heures, ben tout le monde a un lunch de 30 minutes. Puis quand c'est des Map 3, ben là, on retient le monde au travail. Fait qu'il y a personne qui finit. Et là, ils se sont rendus compte qu'on était tout le temps Map 2. Puis c'est tellement même aberrant que je me suis fait une plaque personnalisée de mon auto Map 2 parce qu'on est tout le temps Map 2, tu sais. Puis, ouais, ils se sont même rendus compte que là, vu qu'on était tout le temps Map 2, Map 3, là, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais on va inventer un Map 4, tu sais. Puis, non, c'est vrai, là. Non, mais c'est ça. Puis, ça, c'est le bout de la merde. Mais ces mesures-là, ouais. On aurait un autre, là. Mais ces mesures-là sont supposées être utilisées si jamais il y a un écrasement d'avion. Tu sais, il y a vraiment une catastrophe. Puis, je veux dire, on a été MAP 4 il y a peut-être 2 semaines, un mardi, il faisait moins 10. Là. Il n'y avait aucune raison. Ils ont construit un nouveau centre opérationnel nord, puis il n'y a même pas de place pour stationner une ambulance en lunch.
Fait que ça, c'est futuriste. Là. Ils disent, il n'y en aura plus de lunch. Non, mais c'est capoté, tu sais. Je veux dire, il n'y a même pas de place pour parker ton truck en lunch au secteur nord. On est toujours là, puis peu importe ce qui va arriver, on va être là. Puis il va arriver une catastrophe, puis on va être là, puis on le fait à chaque fois. Parce qu'on s'entraide entre nous aussi. On veut pas on se met à la place de nos collègues, puis on veut aller supporter nos collègues. Fait que quand il arrive des tragédies, bien, on est toujours là à se mettre disponible puis à se grouiller le cul pour aller aider puis supporter. Mais le gouvernement, il profite de ça aussi. Là. Puis il profite à laisser traîner la négo, puis on est toujours en conflit de travail. La formation, on n'a comme pas le choix. On doit être formé sur des actes critiques. On est formé sur comment faire un arrêt cardiaque, mais concrètement, dans la vie d'un paramédic, c'est pas son pain quotidien, là, faire un arrêt cardiaque. Là. Son pain quotidien, c'est bien plus d'aller tenir la main de quelqu'un qui est en difficulté puis qui vit vraiment quelque chose de pas facile. T'sais. Mais tu peux pas passer 90% du cours à parler juste de ça. Fait que, oui, il faut trouver le juste balance là, entre la formation sur des actes critiques puis être bon dans ce qu'on fait, mais aussi, il manque un petit bout là, psychosocial puis accompagnement en milieu de travail, je pense. Par contre, la grande différence entre nous, exemple, je parle dans les services d'urgence, par exemple, moi, j'ai vécu, mettons, un événement traumatisant avec les policiers et avec les pompiers, mais quand je reviens le soir, là, je le sais dans ma tête que je suis moins payé qu'eux autres, puis c'était moi qui étais responsable de tout ce qui se passait là. Fait que mentalement, même si on le sait qu'on a fait notre job, on est compétent, nos collègues des autres services d'urgence sont contents de travailler avec nous, tu sais qu'à la fin de la journée, la reconnaissance institutionnelle n'est pas là. Puis c'est plate de toujours revenir à l'argent, au fonds de pension, puis aux aspects un peu plus fiscal, monétaire du travail, mais à la fin de la journée, un emploi, c'est un emploi. La raison pour laquelle on travaille, c'est pour pouvoir vivre, avoir des loisirs. On est tous passionnés de ce qu'on fait, mais si ta passion ne répond pas à tes besoins à l'extérieur, c'est plate, mais tu vas peut-être décider de quitter pour une job que tu aimes moins. Les deux professions pour lesquelles les gens quittent le plus, c'est police et infirmière. Fait que c'est deux professions qui ont les mêmes irritants, les mêmes contextes sociaux, les mêmes difficultés. La grosse différence, c'est quoi? C'est la rémunération, c'est la possibilité d'avancement, c'est le fonds de pension. C'est plate, mais ça revient à ça. Fait que, pour vrai, ce qu'on demande, cette négocie, moi, je suis même pas la personne la plus revendicatrice dans la vie. Ce qu'on demande, cette négocie, c'est assez simple. C'est une parité salariale, c'est un rapprochement entre nos collègues de la sécurité publique puis nos collègues du système de la santé. Parce que la réalité, c'est que nous, on est un croisement entre les deux. Puis ça, le gouvernement peine à le reconnaître. Puis les gens, ils quittent pour d'autres métiers similaires qui ont les mêmes champs d'intérêt, mais qui ont juste une meilleure reconnaissance. C'est aussi simple que ça. C'est pas plus compliqué. Bonjour. Je vais t'appeler PA parce que tu es habillé comme nous autres. On est dans le truck. Paramédic. C'est bon. Deux choses. En fait, la première, c'est, tu as dit en début d'intervention, tu as fait affaire avec nous autres. Tu as des collègues, des amis, des chums, c'est des voisins. Puis même, malgré tout ce que tu entends aujourd'hui, tu es subjugué pareil. Fait qu'imagine monsieur, madame, tout le monde qui en connaissent juste pas. Zéro. Puis je pense que mon collègue avait un point important ici en disant, tu sais, on n'est pas les seuls dans le système. Là. C'est difficile pour plusieurs paliers, puis tout ça. Puis comprendre que tout ce qui est médical au Québec, c'est une chasse gardée. T'sais. Les médecins ont des actes qui leur sont délégués. Les infirmières ont des actes qui leur sont délégués. Je joue pas dans ma cour. Les inalos, les techniciennes, les physios, les pharmaciens, ils ont une cause où ils n'ont pas le droit de sortir parce que c'est la job de l'autre. C'est fait comme ça, malheureusement, au Québec. Puis nous autres, là-dedans, on fonctionne sous un ordre d'un médecin qui signe pour nous autres, qui dit « Ouais, je vais vous superviser ce qui limite nos droits. » Puis en plus... on n'a même pas d'ordre professionnel. Fait que techniquement, est-ce qu'une ordre va changer quelque chose? Non, parce que probablement que toutes les autres vont protéger leur secteur. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'ils se mangent déjà tous entre eux autres pour dire « touche pas à mes affaires ». Fait qu'imagine comment on est loin en arrière des priorités. Parce qu'officiellement, on n'est même pas des professionnels, on est rien que des maudits bons secouristes. Puis les étudiants, là, je veux pas vous faire peur, mais je pense... Mais je pense que la partie du problème, c'est justement qu'ils vous attirent là-dedans en vous faisant dire vous êtes des anges gardiens, vous êtes des sauveurs de vie, vous allez faire la différence, chaque seconde compte. Si tu mets pas d'oxygène sur ton patient, il va exploser dans 2 minutes. Mais dans le fond, on est comme un agent de sécurité dans un centre d'achat. On est juste là pour sauver des assurances, des caméras qui fonctionnent pas trop. Tu sais, dans le fond, si vraiment il y avait le patient à cœur, on aurait la pièce d'équipement pour l'oxygène des enfants, tu sais. On aurait les pinces McGill pour aller désobstruer les patients, tu sais. Mais il y a sûrement du monde qui sont formés pour ça dans d'autres compagnies, mais nous autres, à Montréal, c'était pas prioritaire, là, désobstruer quelqu'un, tu sais, qui s'étouffe.
Fait que, tu sais, quand tu te fais dire que tu as la pièce d'équipement, mais qu'elle n'est pas dans la liste des choses à tenir absolument dans une ambulance, fait que c'est le strict minimum. On est le strict minimum. On est juste pour protéger de la poursuite légale envers le gouvernement. Moi, je le prends pas mal qu'on me dise que je suis un ambulancier, mais je le prends mal en tabarnak qu'on ait payé moins cher qu'un chauffeur de la STM, qu'un chauffeur d'un truck de chez Pepsi. Puis là, ils nous répondent « Ah, t'es pas dans la bonne poche, t'es pas dans le bon ministère. » Ben, on est dans le même esti de pantalon. Il n'y en a plus, là, des 42 ans comme lui. Il n'y a plus personne qui veut faire ça. Lui, il est pris au piège. Il est juste là parce qu'il est pris au piège. Il y en a une gang de nous autres, là, des pères de famille assez vieux, on reste là parce qu'on peut plus s'en aller nulle part. C'est triste. C'est comme constat, c'est épouvantablement triste. C'est épouvantablement triste parce que, tu sais, dans les métiers que les gens font le plus confiance, vous êtes en haut de la liste, mais vous n'êtes pas dans les métiers les plus préférés que les jeunes aimeraient faire dans la vie. Il n'y a pas personne qui dit hey, « moi, j'aimerais ça être ambulancier parce qu'il y a une passion ». Pourtant, moi, les gens que je connais qui sont devenus, parce que je suis plus vieux, hein, c'est qu'ils sont devenus ambulanciers, qui ont été là pendant longtemps, qui l'ont fait pendant longtemps, ils avaient la passion. Ils avaient ce qu'ils disent le couteau d'un dent. Tu sais, qu'ils finissaient de travailler, puis tu sais, genre, mettons, nous autres, comme, tu sais, Chandler, c'est pas gros, là, on se voyait au bord du coin, là, puis ils disaient, hey, aujourd'hui, telle affaire, puis là, tu voyais qu'ils parlaient de ça, là, puis moi, là, j'écoutais ça, puis j'étais là, wow! Asti que tu dois te sentir comme le roi du monde à la fin de ta journée, parce que tu as aidé des gens, tu as sauvé des vies. Hey, j'en parle, j'ai les frissons. Tu sais, comme. Puis là, je vous entends aujourd'hui, puis c'est tout autre. La réalité est tout autre. Ils décideraient d'ouvrir la table des négos demain. C'est quoi le point essentiel qui passerait? C'est-tu le salaire qui passerait en premier? Voyons. Hey, non, mais arrête, c'est pas plate. C'est comme moi, là. J'avais pas été payé 65 000 aujourd'hui, là. Je serais pas jamais venu ici, là. C'est plate, mais le contexte, je veux dire, moi, je vais avoir 24 ans, j'ai commencé l'ambulance à 20 ans. Moi, j'ai décidé tôt dans mon processus avec ma blonde, elle va devenir enseignante. Fait que, on n'a clairement pas choisi des métiers qui vont nous enrichir énormément. On a fait le choix volontaire de rester chez nos parents pour ramasser de l'argent, pour avoir la chance de peut-être devenir propriétaire un jour puis de partir dans la vie. La réponse est plate, mais le contexte dans lequel on vit actuellement nous force à penser au salaire constamment. Moi, j'ai 24 ans. Ça fait 4 ans que je fais ça. J'adore ça. Puis ma blonde, elle me demande, tu penses-tu faire autre chose? Puis la réponse, c'est je le sais pas. Je le sais pas. Parce que tous mes amis s'en vont. Les gens avec qui je suis au cégep, on a bâti une camaraderie, on a commencé sa route ensemble, on a runné nos premiers calls ensemble. C'est de l'adrénaline, ça. Là. C'est une camaraderie qui s'achète pas. Ça se trouve pas ailleurs. Mais après ça, ces gens-là, ils partent. Puis toi, tu es tout seul dans tes pensées. Tu te dis, ben j'aime ça ce que je fais, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose que je peux faire longtemps? Donc, on se fait tout le temps répondre quelque chose pour décrédibiliser nos demandes. On a du monde compétent qui s'en vont, des bons cerveaux, des bons cliniciens qui s'en vont où? En nursing, en médecine, peu importe. Ils amènent leurs compétences ailleurs. La population, elle mérite des bons services ambulanciers. Elle mérite que le clinicien qui se pointe chez eux, là, justement, c'est un clinicien qui réfléchit, qui donne un bon service, qui est empathique. Pas quelqu'un qui est fatigué, qui est blessé, puis qu'il y a de la misère à être empathique pour la malade de 85 ans au sol. Qui est peut-être en détresse psychologique. C'est qu'au final, le patient va écoper d'une manière ou d'une autre. L'ambulance, ça ne se pointera pas parce qu'il n'y aura pas assez de paramédics. Ou le paramédic qui va se pointer, il est tellement brûlé, il est tellement fatigué qu'il n'est pas capable d'être gentil, il n'est pas capable... Le taux de détresse psychologique est tellement élevé qu'on est rendu que le patient écope à cause de nos comportements aussi. Fait que ça aussi, il faut en parler, c'est important. Mais la réalité, c'est que quand tes besoins primaires ne sont pas répondus, on l'apprend à l'école, la pyramide de Maslow, là. C'est aussi simple que ça. Tes besoins primaires ne sont pas répondus, j'aurai pas l'espace mental ni physique de venir t'aider au meilleur de mes capacités. Oui, mais t'oublies pas qu'il y a se reproduire aussi dans la pyramide. Laisse tes patients tranquilles. Je trouve ça terriblement triste d'être ici. Ben, pas d'être ici, mais... OK, merci. Bonjour, bye. Non, mais je trouve ça triste d'avoir tellement de témoignages. Je suis même pas encore dans le métier, puis c'est... T'as le goût d'aller enseigner? Oui, non, mais c'est que depuis que je suis petite, j'en ai vu des interventions. Là, la première chose que j'ai vue de toute ma vie d'intervention paramédique, c'est une femme qui avait la colonne vertébrale brisée. Puis là, ils sont arrivés avec leur matelas immobilisateur. Je savais pas c'était quoi. Ça avait l'air d'un matelas gonflable. Puis là, c'était tellement gratifiant de voir ça. Puis c'est tellement fou de savoir que les gens, tu sais, au public, les personnes qui ne connaissent pas les conditions environnementales de travail ou de psychologiques, mettons, ils ne sauraient jamais
tout l'effort qu'on met dans ça. Et puis, on se bat déjà en faveur de nos futures conditions, puis pour appuyer tout le monde C'est ici, bien nos ça, futurs ça soit fait, collègues. ça aussi. C'est bien que vous soyez conscientisés, parce que quand vous allez arriver les deux pieds dans le marché du travail, au moins vous avez déjà été conscientisés à la situation que ceux-là qui sont là présentement vivent. Puis ça peut juste faire améliorer les choses si vous arrivez déjà avec le couteau dans les dents. là. Mais tu sais, sur, Il y en a pas assez d'étudiants. tu sais, sur 30 élèves, on était 7 Ouais. à être présents sur les lieux. Fait que, Ouais, mais ça, c'est votre génération en crime. Là. mais tu sais, c'est... Ouais. Mais tu sais, ça nous a amenés ici, puis comme... Wow. On est content que vous soyez là. Ben, je vais m'adresser à vous quatre parce que c'est vous quatre qui êtes là, mais en fait, ça s'adresse Merci, à tout. Ouais, ben, je voulais pas être twisté, là, tu sais. Ouais, let's go, ça. Ça s'adresse à Bon, tous bon. les étudiants, là. Pour ma part, c'est le plus beau métier. Je dis tout le temps, je ferais jamais. Puis j'y ai pensé comme tout le monde à qu'est-ce que je ferais d'autre. Ça me tente plus. Qu'est-ce que je ferais d'autre? J'ai pas de réponse autre que ce que je fais. Je vais à l'école pour en faire plus. C'est le plus beau métier. J'ai encore la photo du premier patient que j'ai réanimé. La photo d'après, là. J'ai le sourire. Mais l'autre photo, il est mort. J'ai encore la photo de moi et ma collègue après la réanimation. Tu vois les mains Ben encore. fier. Le sourire jusqu'aux oreilles. Je me rappelle comment je me sens. Je me rappelle comment je me sens quand j'ai accouché une femme à la maison. On fait des affaires que personne ne va faire. Puis se rappeler qu'il y a beaucoup de positifs dans le travail aussi, qui n'est pas tout le temps financier, mais il est là pareil. Puis il faut juste prendre... Ben c'est ça. Puis il faut juste prendre des fois le petit pas de recul puis dire « Hey, mon patient, quand je suis arrivé, il allait vraiment pas bien. » Puis là, j'ai donné des traitements. Puis finalement, il est arrivé à l'hôpital, puis il était quand même jasé. Puis il m'a dit merci. Puis non, les merci, ça paye pas l'hypothèque. Mais des fois, tu te dis « Hey, sur ce petit moment-là, j'ai oublié le fait que je t'ai pas payé cher. » Puis j'ai répondu à un besoin. J'ai soulagé un patient. Je comprends full votre frustration parce que moi, là, 4 ans, il était aussi en grève, puis les stages, c'était vraiment compliqué. Mais votre moment va arriver à un moment donné, là. Vous allez l'avoir, votre premier patient, vous allez le faire, votre premier appel, puis ça va bien se passer, puis vous allez être dedans. C'est juste que faut vraiment que vous vous rameniez au fait que présentement, on vous prend pas en stagiaire pour que vous ayez des meilleures conditions. Fait que, ouais. Puis c'est vraiment pour ça. Tout le monde ici aimerait ça vous avoir, là. C'est juste que faut avoir des meilleures conditions, puis c'est pour ça. Mais je vous dis, votre moment va arriver. Comme ça fait 42 ans que tu fais ça, je vais te poser une question. Quand tu as commencé à 42 ans, est-ce qu'un salaire d'ambulancier, c'était comme un peu de shit? Là? Genre, c'est comme, c'était bon. C'était 11 jours en ligne, 200 piastres clairs par semaine. 198! Ouais. Moi, j'ai lâché le cégep. J'étais en laboratoire médical. Puis, asti que c'était plate. C'était très intéressant, mais c'était plate. J'aurais pas fait ma carrière là-dedans. Je suis allé voir un orienteur. Ça a marché. Ça a marché. 42 ans. 42 ans, moi, je trouve ça... je lève mon chapeau. 42 ans... 42 ans à être dans le monde, mais dans le monde qui souffre. 42 ans à être dans le monde. Moi, ça fait 32 ans que je fais de l'humour. Mais mes patients, à moi, ils rient. Puis ils payent 48 piastres pour venir me voir. Puis je sors quand même de là avec de la gratitude. Puis je sors quand même de là avec de la fierté, tu sais, en me disant, crime, j'ai fait de quoi pour ces gens-là. Mais comparé à ce que vous autres, vous faites, c'est rien. J'ai juste un talent. Moi, mon grand-père était un conteur. C'est ça, mon talent. Mais, tu sais, je vous écoute aujourd'hui, puis tous les témoignages que j'ai eus, tantôt quand je vous ai demandé de lever la main, il y a eu des problématiques de santé mentale, si vous avez perdu un collègue, c'est des trucs de même. Crime, pas mal tout le monde levait sa main, là. C'est pas... tu sais, nous autres, on en a 2, 3, là, dans l'humour qu'on est capable d'identifier, là. Qui ont été moins ça coche que les autres, là. Mais sinon, tu sais, en général, tu sais, c'est pas un métier qui amène bien du trouble, là. Mais vous autres, c'est d'arriver chez vous le soir, puis vous n'êtes pas capable de mettre la switch à off, là. Le cerveau, c'est une petite bébite, là. Fait qu'elle a continué à rouler, puis elle roule, puis elle roule, puis elle roule, puis elle roule. Y a-t-il moyen de faire ce job-là en étant 100% déconnecté? Si tu es tellement déconnecté que tu n'es plus capable d'être empathique, tu vas être dangereux parce que tu ne seras même pas capable de reconnaître la souffrance de l'autre. Tu ne seras pas capable de te mettre à sa place. Tu vas générer des problématiques autour de toi. Tu ne seras pas fin avec tes collègues, tu ne seras pas fin avec les partenaires en centre hospitalier, peu importe. L'empathie, ça ne peut pas te mettre dans la marde? C'est une lame à double tranchant, là. Moi, je prends jamais la place de mon patient à 100%,
Mais je suis toujours Moi, ma règle, c'est si c'était ma grand-mère, comment est-ce que je voudrais interagir? Puis généralement, là, pas mal sûr qu'à 99%, tu te trompes pas. En tant que soins avancés, on fait peut-être un peu plus ça que nos collègues des arrêts cardio-respiratoires. C'est notre pain puis notre beurre à tous les jours. Puis c'est vrai qu'à un certain moment... C'est pas bon pour le cœur. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'à un certain moment, on vient qu'à banaliser nos appels. On vient à dire que pour nous, ben, c'est normal de faire des arrêts cardio-respiratoires à répétition dans la journée. Puis il vient qu'on s'en souvient plus de nos patients puis que notre cerveau se trouve d'autres manières d'essayer d'éviter justement les cris, de voir de la famille en détresse. On essaye de plus voir les visages, on est constamment en train de reprogrammer notre cerveau à survivre à tous ces appels-là tous les jours. Moi, ça fait juste 8 ans que je fais ça, mais quand même, une des plus grosses niaiseries que je me suis fait enseigner au cégep, c'était qu'on devait avoir une carapace. T'sais. Ça, selon moi, c'est la plus grosse niaiserie qu'on peut dire à quelqu'un. Puis ça, c'est mon opinion personnelle. Puis je sais qu'avant, ça se disait beaucoup parce que c'était ça la mentalité, puis c'était de même. Fait que c'est pas un reproche à nos plus anciens, mettons, qui s'exprimaient comme ça. Mais aujourd'hui, je me rends compte que on est humain, calique, là, tu sais. Puis c'est pas parce que ben c'est ça, puis tu sais, c'est pas parce que t'enlèves ton uniforme le soir que ces émotions négatives-là vont pas te suivre, tu sais. Puis c'est correct de les vivre, puis il faut les vivre. Il faut juste, je pense, le message qu'on devrait transmettre aux gens, ça serait plutôt de dire, faites-vous pas une carapace, vos émotions, vos sentiments vont s'exprimer au moment que vous le voulez, puis soyez juste à l'écoute de ça, puis n'ayez pas peur de lever la main. C'est tout. Mais je comprends pas pourquoi, à la base, même quand vous autres, vous êtes au cégep, là, qu'il n'y ait pas même, genre, qu'on vous prépare pas déjà psychologiquement à ça, avec un psy, esti, puis qu'on dit, regarde, écoutez, là, ça se peut, ayez pas peur d'être trop humain, ayez pas peur d'avoir des vrais ressentis, puis écoutez-vous, parce que si vous vous écoutez pas, ben c'est peut-être vous qu'on va transporter à l'hôpital à un moment donné. C'est comme, pour prendre soin des êtres humains, il faut que des gens connectés sur les êtres humains. Puis pour pas se déconnecter, ben il faut être en santé autant dans sa tête que dans son cœur, en tout cas. Donc. Qui serait prêt à risquer son emploi pour sauver une vie? L'a tout fait, je pense. On l'a, la petite réponse. On l'a, l'affaire. On l'a, l'affaire. Non, mais elle est là, la réponse. Elle est là, la réponse. Tu sais, malgré toute la formation que vous avez, malgré tout l'accompagnement que vous avez, malgré toutes les épreuves que vous avez traversées, malgré toutes les horreurs que vous avez pu voir, les belles choses aussi, là, on n'enlèvera pas les belles choses non plus, mais malgré tout ça, c'est encore sauver la vie qui est une priorité. Là, oui, vous vous battez pour votre salaire, oui, vous vous battez pour une retraite, oui, vous vous battez pour des conditions puis de la reconnaissance. Mais à la base même, là, vous voulez sauver des vies. C'est ça que vous voulez faire. Quand on a commencé, on n'avait aucune médication, on avait de l'oxygène, point. Puis des grosses couvertes qu'on gardait la même pour tous les appels de la journée. Ah oui! La blanche avec des lignes bleues en haut? Oui, oui. Ah oui, c'est ça. On gardait la même toute la journée. Elle est chaude, frère. Oui. Moi, tous les garder. Ils nous ont rajouté de la médication, 1 médicament, 2 médicaments, la défibrillation, l'intubation. Tu sais, on rajoute là, des les médicaments, on n'est pas au top encore. Non, mais on nous a rajouté plein d'actes délégués à faire sans jamais améliorer nos conditions salariales, nos conditions de retraite. Puis notre résilience a fait qu'on va le donner pareil. Fait que le gouvernement, pourquoi il me payerait? Moi le faire de toute façon. Puis on continue de même. Fait que c'est facile de dire on va pas les reconnaître, ils vont être là quand même. Le premier groupe de soins avancés a commencé en 2001, puis pendant plusieurs années, moi, ma réalité, j'étais le seul sur toute Montréal et toute Laval de nuit. Fait que donc, imagine-toi le bassin d'appels critiques qui peut rentrer quand t'es le seul. Moi, là, ma devise, puis il y en a qui m'ont regardé tantôt, là. Tu sais, la devise, c'était t'es rendu avec Saint-Pierre, mettons, là. Le temps, il n'y en a plus. On est en retard. Bon, moi, je sais ce qu'il y a à faire. J'ai l'équipement. Je le fais. Puis le département des plaintes, là, c'est lundi matin. On est vendredi, là. On fait ça. Lundi, ils m'appelleront. Sais-tu quoi? Ils m'ont jamais appelé. C'est probablement ce qui a fait que j'ai jamais sauté un bearing. Merci, mon Dieu. Tu te retiens pas à le faire.
On est officiellement en grève depuis le début de l'été 2025. Le gouvernement, ça fait 51 rencontres qu'on a en 2 ans avec le gouvernement à tourner en rond autour de tous les sujets, sauf le sujet. Le sujet qui va faire en sorte que les étudiants vont rester 30 ans de carrière, puis nos vieux vont se rendre jusqu'à leur retraite. Comme c'est là, les conditions de travail ne sont pas là. On tourne autour du pot depuis 51 journées. Si ces étudiants-là n'ont pas accès à leur stage, c'est parce que le gouvernement ne veut pas nous entendre. Mais la réalité d'aujourd'hui, on est en dessous du ministère de la Santé. On doit composer avec, aujourd'hui, cette misère-là, si on peut dire. Donc, les comparables de parité salariale, d'équité salariale, PA, il manque 5 2 piastres de l'heure. C'est le salaire de l'infirmière. On a un DEC, l'infirmière a un DEC. L'infirmière qui a un bac, les rouges que tu vois, là, ils sont en général bacheliers. C'est une majeure à la base. Une majeure, c'est un tronçon de 60 crédits universitaires. On a tout fait. Tu le sais, tu connais ça, tu allais à l'université. Moi, je suis allé à l'université, pas juste des techniques. Mais on a tous sensiblement le bac. On demande comme l'infirmière bachelière. On demande comme l'infirmière. C'est les 2 points que j'avais à dire. C'est bon, t'es bon? T'aurais dû intervenir avant, Claude? T'es bon? Ben oui, t'es bon. Moi, j'ai une gang de gens qui ont le cœur grand de même, qui voudraient sauver tout ce qu'ils peuvent sauver, mais qui malheureusement ne sont pas reconnus. Comme si, vous existiez, mais pour nous rendre service. Moi, ça m'énerve. Honnêtement, là. Tous ces gens-là au complet, il me semble que j'aurais rien que le goût de leur dire « Hey, pouvez-vous regarder ce qu'ils font, OK? Pouvez-vous prendre 5 minutes juste pour voir c'est quoi la pesanteur de la charge émotionnelle, la pesanteur de la charge émotive, psychologique, physique? On parlait de mots tantôt, tu sais, d'avoir mal, tu sais. Le physique aussi. On jasait tantôt, et où ma nouvelle chum, là, elle est rendue où? Je ne sais pas ce qu'elle est. Ah oui, elle est là. On jasait tantôt de pousser la retraite jusqu'à 60, 65 ans. Mais tu sais qu'à 60, si tu es à 4 pattes en train de faire une réanimation, il faut que tu te relèves, asti. Ça prend vous autres. Quelqu'un qui veut s'enlever la vie, qui est pris après un pont, c'est vous autres qui allez monter, aller le chercher puis le décrocher de là, puis il dirait viens avec nous autres. Puis après ça, vous allez le remettre dans les mains de quelqu'un qui va prendre soin de lui psychologiquement, alors que vous êtes allé le chercher. Moi, c'est vous autres que je prendrais. Tout de suite après, je dirais, hey, les gars, on va-tu jaser un peu? T'sais, les médecins aussi se plaignent qu'ils ne sont pas reconnus. Alors, les artistes se plaignent qu'ils ne sont pas reconnus. Il y a pas qu'un monde qui se plaignent qu'ils ne sont pas reconnus comme ils devraient être reconnus. Sauf que le problème, c'est vous autres, là, de la reconnaissance, ça devrait venir d'emblée. Là. Ça devrait venir d'emblée. N'importe qui, peu importe l'âge, de 5 à 95 ans, tu lui demandes, si tu tombes et tu te fais mal, qu'est-ce que tu fais? Ils vont te répondre, j'appelle l'ambulance. J'appelle l'ambulance. C'est un réflexe en société d'appeler le 911, d'appeler l'ambulance ou d'appeler les policiers. Je vais avoir, à partir d'aujourd'hui, un autre regard. Et je pensais que mon regard était pas mal fiable, tu sais, genre à ce que je pensais. J'ai entendu des affaires, puis dans les documents aussi que Claude m'a envoyés, que ça cautionne 2 fois plus la raison pour laquelle je suis là avec vous autres aujourd'hui. Puis surtout, je trouve c'est encore plus important aujourd'hui, après que je vous ai rencontré, d'expliquer au monde c'est qui les êtres humains qui chauffent le truck jaune. C'est qui ces êtres humains-là? Moi, là, moi, dans la vie, pour moi, je ne savais pas comment c'est difficile à entrevoir, tu sais, que je pourrais faire un acte avec mes connaissances pour sauver la vie de quelqu'un, tu sais. Moi, je fais des jokes dans la vie, tu sais, puis je suis payé pour ça. Puis c'est le métier dans lequel je suis bien, puis c'est ma passion, puis tout ça. Mais si demain matin, j'avais des problèmes, tu sais, à finir mes journées, que je voyais des collègues, tu sais, s'en aller, ou bien d'autres qui décident que c'est terminé, je suis pas trop sûr que je continuerais demain.
à faire le métier que je fais. Tu sais, je trouverais ça trop lourd. Aujourd'hui, moi, j'ai rencontré une quarantaine de personnes qui, chaque matin, ils se lèvent pour aller sauver des vies ou juste aller chercher du monde qui a un nom incarné. C'est ça pareil. Puis vous allez le faire avec la même noblesse, vous allez le faire avec la même dévotion, vous allez le faire avec la même passion. Puis peu importe, c'est parce que vous allez traiter pas un ongle incarné ou un infarctus, vous allez chercher un patient. Vous allez chercher un autre être humain. C'est l'être humain à qui on répond. C'est ça la prochaine étape. Pour nous, il n'y en a pas d'autre, c'est celle-là. Bien, j'ai une question d'abord. À main levée, quels sont ceux qui sont encore fiers de porter l'uniforme? Je ne peux pas mieux conclure que ça. Merci beaucoup.